Alors dans cette séquence, je vous propose de préciser quelle est la méthodologie mise en œuvre dans une démarche d'expertise scientifique pour l'évaluation de l'état des stocks halieutiques. Alors globalement, la démarche d'évaluation des stocks vise à formuler un diagnostic de l'état d'un stock et de son exploitation et à proposer des avis sur les options de régulation de l'exploitation avec comme objectif d'assurer une exploitation durable. Toute la démarche d'évaluation des stocks s'appuie largement sur le concept de rendement maximum durable qui a été défini dans les séquences précédentes. Pour rappel, le rendement maximum durable désigne la quantité maximum de ressources que l'on peut prélever de façon durable sans mettre en péril le renouvellement de la ressource sur le long terme. Il représente un objectif à atteindre qui permet de concilier l'exploitation et la préservation des ressources halieutiques. C'est un point de référence pour l'évaluation des stocks halieutiques et la gestion qui fait aujourd'hui consensus au niveau européen et plus largement au niveau international. Dès le sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002, le rendement maximum durable a été adopté comme un point de référence pour définir la limite entre pleine exploitation et surexploitation. Et en 2013, l'Union européenne, dans sa politique commune de la pêche, s'était engagée à ce que tous les stocks qui sont sous sa juridiction soient gérés au rendement maximum durable dès 2015 si possible et au plus tard en 2020. On verra un peu plus tard dans cette séquence que l'on n'y est pas encore tout à fait. Alors, je vous propose de commencer par un petit rappel méthodologique de ce qui a été défini dans les séquences précédentes. Pour rappel, le rendement maximum durable est défini à partir de modèles de dynamique de population construits pour chaque stock. Comme le montre cette figure, les modèles prédisent que lorsqu'on augmente la pression de pêche, l'abondance va se stabiliser à un niveau qui, bien entendu, dépend de la pression de pêche. Plus la pression de pêche est forte, plus l'abondance diminue. Mais également, plus le potentiel reproducteur et donc la capacité de la population à se renouveler diminue. Et si on s'intéresse maintenant à l'évolution des captures, lorsqu'on augmente la pression de pêche, les captures vont d'abord augmenter, généralement assez vite, atteindre un maximum, pour ensuite se mettre à diminuer si on dépasse un certain seuil dans l'intensité d'exploitation. Et c'est ça qui permet de définir le rendement maximum durable comme la quantité de capture maximum obtenue pour une certaine pression de pêche, notée ici FRMD sur la figure, et qui correspond à une abondance BRMD. Et pour compléter l'analyse, on définit d'autres seuils. Un des seuils importants, c'est la pression de pêche limite, ici indiquée F lim sur la figure, au-delà de laquelle les risques d'effondrement du stock sont très importants. Le positionnement de l'état du stock et de l'exploitation par rapport à ces points de référence vont permettre de formuler un diagnostic de l'état du stock. Pour cela, on s'appuie sur un outil que l'on appelle le diagramme de précaution qui consiste à repositionner l'état du stock et sa trajectoire année par année dans un diagramme à 2 dimensions, la mortalité par pêche et le niveau de biomasse, sur lequel on rajoute des points de référence et notamment le rendement maximum durable et les points limites, ce qui permet de définir des zones avec une gradation de l'état. Par exemple, ici sur la figure, un stock qui se situerait dans une zone de danger, marquée par une biomasse très faible et une mortalité par pêche assez forte, présente de forts risques d'effondrement, car la biomasse est très faible. Ce diagnostic appelle donc une intervention pour réguler la pêche. D'abord pour limiter très fortement la pression de pêche, et donc les captures, pour espérer, mais forcément avec un certain temps de latence, une reconstruction de l'abondance du stock et un retour à la zone de sécurité et de pleine exploitation proche du rendement maximum durable. Dans la pratique, la limitation de la pression de pêche passe le plus souvent par une limitation de la capture, par des quotas de pêche. Mais on peut bien sûr limiter la pression de pêche, par exemple par des mesures de gestion spatiale, comme la fermeture de zones à la pêche, ou encore par des fermetures temporelles, saisonnières, de la pêche, ou encore par des mesures techniques consistant à réguler l'utilisation de certains engins de pêche jugés trop impactants pour la ressource. Pour rentrer un peu plus précisément dans la méthode, ce travail d'évaluation se décompose en 3 étapes. La première étape consiste à faire la synthèse des données et des connaissances disponibles sur le stock et la pêcherie, données qui vont nourrir les modèles. Typiquement, on va synthétiser des données qui portent sur l'effort de pêche, c'est-à-dire essentiellement le nombre et la taille des bateaux qui exploitent le stock chaque année et le temps passé en mer par ces bateaux. On mesure aussi les captures pour évaluer le niveau de prélèvement. Alors cela passe essentiellement par l'enregistrement des captures déclarées par les pêcheurs ou estimées à partir de ventes en criée par exemple. Et ces données sont complétées par des données issues de campagnes scientifiques qui peuvent apporter des informations précieuses sur les caractéristiques biologiques des individus comme la fécondité des femelles, l'âge ou la croissance des individus obtenus à partir d'échantillons biologiques. Et une fois que ces données sont consolidées, vient ensuite l'étape de modélisation dont on va tirer plusieurs éléments clés.
À partir des données disponibles, les modèles vont permettre de reconstruire l'abondance de la population et son évolution au cours de la série historique analysée, ici exprimée en termes de biomasse sur la figure. On va également pouvoir estimer la mortalité induite par la pêche, qui bien sûr est l'élément clé pour quantifier l'impact qu'a eu la pêche sur l'abondance. Les modèles vont également nous permettre d'estimer les points de référence définis précédemment, c'est-à-dire le niveau de biomasse et de mortalité par pêche au rendement maximum durable, et les niveaux limites, ce qui va permettre d'identifier si on est dans un état de sous-exploitation, de pleine exploitation ou de surexploitation. Enfin, dans une troisième étape, on va pouvoir s'appuyer sur les modèles pour se projeter dans le futur de manière à tester différents scénarios, notamment des scénarios de gestion, dans le but d'évaluer et de proposer des options de gestion les plus pertinentes pour atteindre les objectifs fixés, par exemple, se rapprocher de l'optimum d'exploitation, c'est-à-dire le rendement maximum durable. Concrètement, pour chaque stock exploité, ce travail d'évaluation est réalisé au sein de groupes d'expertise scientifique. En Europe, l'instance principale est le CIEM, le Conseil international pour l'exploration de la mer, qui couvre l'essentiel des stocks de la zone Atlantique Nord. Il existe plus de 150 groupes de travail qui examinent chaque année plus de 260 stocks différents sous l'égide du CIEM. Alors un groupe de travail est constitué de scientifiques de différentes nationalités concernés par un stock ou un groupe de stocks. Pour donner un exemple concret, le groupe de travail pour l'évaluation des stocks démersaux de la mer du Nord et du Skagerrak est responsable de l'évaluation des principales espèces de toute la zone de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche Est, comme la morue, le merlan, la sole par exemple. Pour conclure et illustrer ce propos, je donnerai quelques chiffres issus du Conseil scientifique et technique des pêches de l'Union européenne, chiffres récents de l'année 2022. Plus de 260 stocks sont évalués dans l'Atlantique Nord-Est par le CIEM. Parmi ces stocks, seuls 109, c'est-à-dire un peu plus de 40%, ont des données suffisantes qui permettent de faire une évaluation complète. Pour les autres, on manque de données et d'informations précises et ces stocks font l'objet d'une simple évaluation qualitative basée sur l'analyse des tendances de l'abondance à la hausse ou à la baisse. Parmi les 109 stocks pleinement évalués, 28% sont encore considérés comme surexploités. 72% sont donc non surexploités, mais parmi eux, seuls 31% sont évalués en bon état, c'est-à-dire au-dessus des limites de précaution. Alors même si la situation tend à s'améliorer dans les dernières années, on voit qu'on a encore un peu de chemin à faire pour atteindre le rendement maximum durable pour tous les stocks.